Cet épisode vous est offert par Yamaru Photo, collectif de photographes maliens. Bienvenue sur votre podcast dédié à l'art et à ses métiers, La Pause d'Art. Anecdotes, passion, parcours inspirant d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. À suivre donc La Pause d'Art. Beaucoup d'expositions ne pensent pas aussi les espaces de, tu as dit médiation au début, comment traduire tout le contenu, tu vois, intellectuel que l'artiste apporte à travers ses œuvres. Et souvent, il n'y a pas d'espace de conversation entre... Le programme public, il est inexistant. Voilà, il est inexistant. Les gens n'y pensent même pas, ils ne voient en aucun cas... Mais selon toi, c'est quoi? Est-ce un manque de formation ou d'information, c'est-à-dire des gens qui ont des espaces, ne se renseignent peut-être pas sur ce qui se passe ailleurs? Ça serait quoi selon toi qui peine à fonctionner dans tout ça? Je sais, j'ai l'impression que souvent, il y a trop un regard à l'extérieur. C'est qu'on veut copier. Il y a une tendance à vouloir multiplier les expositions sans pour autant penser des espaces qui existent déjà dans nos contextes, tu vois, sociaux. Le bénétariat, par exemple, c'est un espace où... Le bénétariat, c'est un lieu où des gens viennent, ils peuvent manger des beignets, de la bouillie. Voilà. C'est très connu au Cameroun. Mais tu sais aussi que ça va au-delà de ça. C'est un lieu de rendez-vous, c'est un lieu où on décortique les informations qui sont passées à la Cia TV ou à Canal 2. C'est un lieu où les gens vont te parler peut-être de football, mais c'est un lieu politique pour moi, à mon sens. Et pour moi, c'est comment est-ce qu'on continue à traduire ces espaces de discussion qui existent déjà dans la société normale. Pourquoi est-ce que l'exposition, c'est une bonne chose? Mais je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais entre 2018 et aujourd'hui, je fais vraiment pas beaucoup d'expositions parce que pour moi, le commissaire d'exposition, c'est pas seulement l'exposition. Il y a beaucoup d'espaces de possibilités artistiques de parler du travail ou de montrer le travail qui sont importantes. Et c'est peut-être une question de ne pas savoir ou de vouloir trop regarder vers l'extérieur. On ne pense, c'est carré quoi. On ne pense qu'à l'exposition comme le moment important. Mais tout ce que l'exposition crée et développe, ça reste vraiment dans l'air. Pourquoi ne pas, tu vois, essayer de traduire ça pour le transmettre au public avec est-ce qu'ils viennent visiter les espaces d'exposition. C'est mon avis, mais je ne sais pas, peut-être qu'il y a une autre raison. Oui, en tout cas, peut-être grâce au tour que ferait le podcast, on pourra avoir un début de raison, d'explication liée à ça. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui manque énormément, surtout que les personnes les propriétaires de ces espaces au Cameroun sont des personnes intelligentes qui vont ailleurs voir ce qui se passe et ils se rendent compte, en fait, ils ont dû participer à ces programmes publics, voir comment ça se développe, etc. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi au Cameroun, ça n'existe presque pas. Ouais. Vraiment, quand tu as beaucoup de chance, mais ça, c'est beaucoup de chance, tu fais une expo, il y a un talk. Et le talk, c'est comme ça. Voilà. Il n'y a pas de vraie prépa. En fait, l'artiste revient au talk pour parler de ce qui est accroché. Voilà. C'est très bien résumé, Yvon. Et c'est dommage qu'on n'arrive pas à continuer ce qu'on fait déjà dans le quotidien. Et moi, tu sais, je pleure beaucoup de n'avoir pas eu la possibilité de Pourquoi Rencontre est un projet qui est déjà mort. J'ai essayé de le relancer avec certaines personnes, mais elles n'ont pas vu la pertinence d'un tel projet. Et je pense qu'il faut féliciter des projets comme le tien. Les podcasts aujourd'hui sont vraiment des espaces de traduction des pensées artistiques. Donc c'est important, c'est déjà, toi tu as commencé. Merci, j'espère que d'autres suivront. J'espère aussi. Ils vont copier. Mais revenons à toi s'il te plaît, parce qu'il y a quand même quelque chose qui, ma foi, me semble digne d'intérêt. Tu as fini tes études après vraiment la période qui a précédé ton entrée à Douala Art.
pour moi, vraiment, c'est une période charnière et j'aimerais que tu en parles. Parce que pour t'avoir connu et fréquenté même aussi durant cette période, je ne dirais pas que ça a été une période de galère, mais ça a été une période difficile. Difficile parce que, je dis difficile parce que tu ne voulais rien lâcher, mais il y avait des réalités sociales qui auraient pu te pousser à bout. Et je suis certain qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui dans nos instituts de beaux-arts, dans nos universités, surtout de jeunes filles, qui traversent aussi ces choses-là. Et peut-être t'entendre parler de comment tu as pu surmonter cela, voilà, ça pourrait les faire du bien. Ah oui, c'est une question. Ouais, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Disons que le côté passion a toujours réussi à combler les difficultés que je rencontrais. Peut-être je ne vais pas parler de ça de façon chronologique, mais j'ai eu la chance que Rencontre, vraiment, ça a été le projet qui m'a ouvert les portes au monde. Quand je commence, comme je découvre le commissariat d'exposition à travers les voix que j'ai citées, BC Silva, Koyoko et tout, c'est bien de les connaître, mais c'est quoi le commissariat d'exposition et quelles sont les différentes responsabilités et les connaissances qui sont importantes à avoir pour pouvoir bien, l'effectuer. Je ne les avais pas, ces connaissances-là. Et j'essaie, à ce moment-là, je me dis, ok, c'est bien que j'ai déjà commencé ce projet, mais comment est-ce que je peux m'ouvrir les portes ailleurs, quoi. Et là, je commence à regarder les possibilités de faire des stages. Et les premiers espaces auxquels je pense, c'est à SICO. Mais je n'ai pas les sous pour me permettre de participer à la rencontre. Après, je pense à Raw Material. Je communique, j'envoie un mail à... Oh, c'est quoi son nom? Eva Barois. J'envoie un mail à Eva Barois pour lui dire, écoute, je suis intéressée à vouloir venir là-bas pour faire un stage, juste pour voir comment vous travaillez. Je suis intéressée à la bibliothèque. Et Eva me dit, en fait, là, on n'a pas besoin de stagiaires, mais voilà un appel à candidature pour une résidence à Casablanca, au Maroc. Quand je regarde les critères, je me dis, je ne sais pas si si je réponds, je viens à peine de commencer ma pratique, est-ce que... Bon, et je n'ai pas de passeport. Mais j'envoie quand même ma candidature et heureusement, je suis sélectionnée. Et vraiment, merci Rencontre. Je suis sélectionnée et là, il faut commencer la procédure de visa. Je vais sauter tout ça. Je me retrouve à Casablanca, très jeune. Je viens à peine de commencer un petit projet. Mais je suis avec des gens qui pratiquent déjà quand même, ça fait quoi, 5 ans, 4 ans. Donc, ils ont une connaissance vraiment des théories curatoriales, des gens qui ont fait Harold Ziman, des gens qui ont produit ou bien qui ont été à l'origine des théories ou de la curation en tant qu'espace professionnel. Okay. Et là, clac. Je me dis, il y a encore beaucoup de choses que je dois lire. Je suis la résidence, c'est un moment important et parfait. Mais je me dis, j'ai vraiment du parcours à faire. Donc, j'écoute beaucoup, je parle pas, je pose des questions. Mais je suis impressionnée, tu vois, quand tu es dans un espace et tu te dis, est-ce que je dois être ici? Est-ce que je mérite d'être ici ou pas? Donc, c'était la première, je veux dire la première, c'est une difficulté qui est importante à mentionner. Les gens pensent que curater un événement, curater en général, c'est juste quoi, mettre les œuvres dans les... C'est quelque chose qui se construit et c'est beaucoup de connaissances sur l'histoire de l'art, mais aussi au-delà de ça, des faits sociaux. Et quand je rentre, il me faut commencer à acheter des livres. C'est une première difficulté. C'est pas facile. Les livres, on ne les trouve pas. Il n'y a pas de bibliothèque artistique au Cameroun. Tout à fait, ouais. Et disons que la deuxième difficulté que je peux citer, c'est je suis jeune. On connaît le Cameroun. C'est encore très hiérarchique. C'est encore très hiérarchique.
Et vraiment, je voudrais saluer tous les artistes, Ali Moussa, Evie Yumbi, toi, Rodingborg, Landine Bassi, Soumenieux. J'appuie sur lui parce que c'est pas quelqu'un qui est facilement accessible. Il a fallu que j'aille à son atelier 2 fois, 3 fois à Mokolo pour qu'il essaie d'accepter, parce que pour lui, c'est qui la petite fille qui veut. Donc vraiment, je voudrais remercier ces artistes d'avoir cru en moi. Et comme tu le sais, c'est très hiérarchique dans notre société, c'est que le jeune doit fermer sa bouche, le jeune donc. Ça a été très dur d'arriver à convaincre les gens. Je ne peux pas mentir que j'ai eu beaucoup de... Qui plus encore, tu es une femme. Voilà, j'allais revenir, j'allais ajouter ça comme mon 3e point. Le 3e point, c'est vraiment ça, c'est que je suis une femme. Je vais pas raconter vraiment mais j'ai eu des expériences qui m'ont fait vraiment douter. Je me rappelle une conversation avec ma mère, je lui disais « Ah, si c'est ça, être curatrice, et que parce que je suis une femme, il va falloir que je vive, qu'un artiste se permette de m'embrasser dans son atelier, sans me demander consentement ou comme ça. Et que à cause des avances qui sont refusées, les relations, le pouvoir des relations change, c'est vraiment pas cool. C'est pas ça que je veux vivre. Donc c'était vraiment dur. Mais j'ai décidé de continuer. La passion a toujours pris le dessus. Et c'est aussi regarder vers ces figures-là, si elles ont pu. Si elles ont pu y arriver, c'est... Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi, voilà. Peut-être qu'il faut penser différentes formes de travail avec les artistes. Et aussi, bien sûr, l'argent. Toujours. L'argent est toujours l'une des difficultés qui... Bref, c'est toujours l'aspect qui ne permet pas la réalisation de projets, de certains projets. Et du coup, il y a ces moments qui ont été difficiles. Je me souviens, à un moment, tu étais, si je puis dire, galériste dans une galerie qui était spécialisée dans l'art premier plutôt, voilà, où on a discuté plus d'une fois. Mais ça, c'était bien avant ton arrivée à Douala Art. C'est quoi l'histoire derrière? Derrière la galerie. Peut-être derrière la galerie déjà, pourquoi? Ok, dans la galerie, l'histoire de la galerie commence avec une rencontre, une des éditions rencontres avec Christian Etongo, accompagné de M. Asako à l'Institut de formation artistique à Bamayo. Et l'une des personnes, c'était vraiment, bon, c'est parce qu'il y a aussi des élèves, donc c'était full. Il y avait des gens qui s'étaient aussi déplacés de Yaoundé. Mais il y avait 2 volontaires, non, je sais pas si les volontaires italiens. D'accord. 2 volontaires italiens qui avaient assisté au programme. Et ces volontaires italiens, c'est un couple. Je suis encore en contact avec l'une de ces personnes. C'était une vieille dame, bon, assez âgée, pas vieille, assez âgée. Donc elle a vu ça et elle est venue me parler, elle a été impressionnée et elle m'a dit « Écoute, je suis en contact avec cette personne, la députée Dame Joya, et elle est en train de penser à la rouverture de sa galerie. Elle cherche quelqu'un qui va le faire. » Donc c'est comme ça qu'elle me met en contact avec la dame. Elle m'invite à un rendez-vous et je vais au rendez-vous. On fait une interview professionnelle et elle me dit voilà la galerie, je voudrais la relancer, mais vraiment relancer de façon, l'ouvrir aussi. Et moi je vois en ça un potentiel. Franchement, c'était une galerie d'art classique, mais j'avais un gros projet derrière. Et ce projet-là, je le continue d'ailleurs aujourd'hui avec une recherche que j'ai entamée en 2018. C'est de voir le potentiel de créer un pont entre ce qu'on appelle l'art africain traditionnel et l'art contemporain, parce qu'il y a un pont.
Je ne vais pas rentrer dans la recherche, mais moi, je voyais en ça un potentiel de créer un espace de conversation. J'avais déjà fait un programme où je pensais inviter des gens, faire des expositions à l'intérieur. Et malheureusement, les Camerounais... Vous ne partagez pas la même vision. Elle avait adoré la vision. Son mari aussi, de regretter mémoire, avait aimé la vision. C'est pour ça qu'ils m'ont recruté. Mais les choses se sont devenues autres. Je me suis retrouvée en train de travailler dans la maison du café parce qu'ils ont un café à être manager là. Et au lieu de me concentrer dans le travail pour lequel j'avais été recrutée, c'était plus cet espace-là. Après, il y a eu vraiment des malentendus humains. C'était vraiment une séparation voilà, douloureuse. Et à cette époque-là, j'enseignais aussi à l'Institut de formation artistique en histoire de l'art. Donc, c'est tout ce que je faisais autour qui me conduit à... Je ne sais pas qui avait parlé de Marilyn, de mon travail à Marilyn. Mais on va revenir pour Marilyn, mais quand même, parce que je crois avoir sauté quand même un truc qui est important. Ta première exposition. La pause d'art. Je ne sais pas si c'est celle avec Jean-Jacques ou pas, mais moi, c'est la première que j'ai vue de toi. Ouais, malheureusement, je n'avais pas vu cette exposition. Je crois que j'étais à Brazzaville ou un truc de ce genre. Et j'ai vu des photos. C'est fou. J'ai vu des photos. Sur la photo, il y avait des bougies, machin. Et je te dis la vérité, Aude, j'ai trouvé ça tellement génial. C'est des années après que Jean-Jacques me raconte ce qui s'est réellement passé. Donc je te laisse raconter ça. Je te laisse raconter toute l'histoire. Donc en fait, comme j'ai dit, monsieur Jean-Jacques Kanté a vraiment fait partie des personnes qui m'ont encouragée à m'orienter vers l'histoire de l'art. M'ont vraiment poussé à accompagner dans ce sens-là. Et quand je finis, j'allais beaucoup dans son atelier. Et quand je finis mon parcours, mon expérience avec les Ravis, il me dit, écoute, ça fait beaucoup d'années que je n'ai pas fait d'exposition, que je n'ai pas été sur la scène. J'ai consacré la majeure partie de mon travail à la formation. Je voudrais faire un retour, un comeback quoi, et présenter les choses que j'ai pu produire depuis lors ou récemment. Je dis, ok. Il n'y a pas de souci, on le fait. Sans stress, sans pression. Je vais m'occuper de... J'ai un contact, Otni, vu que j'avais fait une rencontre là-bas, j'ai des contacts, je vais les contacter. Je contacte Martin Ambara. Ils sont ouverts à recevoir l'expo. Je leur dis, voilà le temps. Moi-même, quand je pense à ça, je dis que j'étais déjà professionnelle. Je les contacte. Il y a eu un catalogue, s'il te plaît. Et il y a un catalogue. Je les contacte, ils acceptent de nous donner l'espace. Vraiment, on n'a pas déboursé de sous pour ça. Et vraiment, je leur dis merci. Et donc, on commence la préparation de l'exposition. Jean-Jacques a été produit. Moi, je vais chez lui pour faire des conversations. Parce qu'il faut que je comprenne le travail et d'où est-ce qu'il vient. Et je fais des visites avec lui, on fait une sélection d'œuvres pour l'exposition. Moi, j'essaie d'organiser. La scénographie, je l'ai faite moi seule. Aujourd'hui, je travaille avec les musées, je peux travailler avec un... Voilà. Mais vraiment, tout, ça reposait sur moi. On ne sait même pas ce que c'est qu'un Non. On ne sait même pas qu'il y a quelqu'un qui doit aussi gérer la lumière. Dans tout ça, bref, on a fait avec l'espace qu'il y avait. On a aussi parlé parce que moi, je pensais déjà aussi comment, tu vois, essayer de déconstruire la façon d'exposer les œuvres. Et je pensais que le travail, en fonction aussi de la conversation avec Jean-Jacques Kanté, son travail méritait d'être montré différemment. Parce qu'il fallait partir de la pratique artistique et de ce que le travail artistique veut faire. Ou avec potentiel de faire. Et c'est comme ça qu'on pense à un accrochage dans le vide. Par exemple, il y avait dans le couloir qui commençait du restaurant jusqu'à dehors.
Et même aussi dans l'espace, on avait choisi de ne pas d'accrocher moins d'œuvres sur le mur. On avait aussi pensé à un espace d'activation. Dans la salle d'en haut, on avait créé une sorte de studio photo. Et vu que l'exposition reposait sur comment vivre ensemble, vraiment on a fait avec les moyens de bord. Moi-même parfois je coupais les papiers pour essayer de produire des choses là. L'exposition, on l'a montée, j'ai eu beaucoup de soutien. L'État, la Christophe était là pour m'aider. Franchement, j'ai vraiment eu un groupe de personnes qui croyaient. Je sais pas, c'est trop fantastique d'avoir des gens qui voient le potentiel. Et souvent, c'est difficile d'avancer si tu n'as pas ces personnes-là. Ouais, Ndunda était là. J'ai regardé encore les photos dernièrement. Ouais. Ndunda était là à m'aider. Il me disait, franchement, j'ai dit que tu vas percer. Donc, j'avais toute cette équipe choc-là qui m'a aidé à accrocher l'exposition. Et tout était prêt. J'ai écrit le texte. En fait, c'était aussi une question de relation. J'avais mon amie Ouna Edwige qui travaille dans une structure de graphic design. Ils font aussi des impressions. Donc, c'est avec elle que j'ai négocié l'impression du texte de l'expo, pas plutôt sur un mur, mais sur une sorte de bâche. Talim Bok m'aide avec le graphisme et tout. Et pour le catalogue, je dis, parce que j'avais pris la décision de ne jamais faire d'exposition sans catalogue. L'idée c'était... Parce qu'il est bon de le dire, quoi. C'est-à-dire, tu prends cette décision, tu es encore à l'université? Je suis encore à l'université. C'est bon à savoir. Parce que je vais dans les bibliothèques, je vois qu'il y a des gens, on voit Dakar, Biennale 2000, je sais pas moi, 5, il y a le catalogue, Art Remix, il y a un catalogue. Pourquoi nous, on ne fait pas de catalogue? Comment est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Les expositions ouvrent et ferment, il n'y a pas de traces, rien. Et donc, je m'étais dit, OK, il faut que je documente tout ce qui est fait. Il faut le catalogue. Est-ce qu'il y a alors l'argent? C'est comme ça que je commence à demander à M. Kanté, dis-moi, est-ce que tu connais des gens qui peuvent nous soutenir? Et il a sa sœur qui était l'ancienne directrice de l'INA, qui dit, OK, je vais vous donner un peu d'argent. Elle nous donne 50 000. Attends, tu peux faire combien de catalogues avec ça? Mais aujourd'hui, je me dis, on a fait la magie. Avec ces 50 000, on a pu produire 50 catalogues. C'était vraiment des sortes de petits livres. Je me souviens très bien, j'en avais acheté un. Voilà, c'est Yves-Lionel Mbappé qui a fait le graphisme du catalogue. Comme je travaillais, il a monté le catalogue. Et Ouna Edwige a imprimé les catalogues dans sa structure. C'est comme ça qu'on a eu les catalogues produits. Et franchement, je ne sais pas pourquoi je n'en ai plus, je n'ai pas d'édition actuellement, mais dans le jour du vernissage arrive, tu sais, il y a toujours les choses qu'on va faire à la dernière minute, on va courir. Vu qu'on avait encore des choses à accrocher, je me suis retrouvée en train de faire une dernière course. Et je ne sais pas qui, c'était Ndunda qui m'envoie le message que oh, il n'y a pas de courant. Et le vernissage, c'était le soir. Ouais. Et là, on est à 14 h. Je me dis, OK, ça va revenir. 16 h, le courant n'est pas revenu. 17 h, le courant n'est pas revenu. Là, je me dis, si le courant n'est pas revenu, on connaît, c'est pas comme ailleurs qu'à 18 h, 19 h, c'est encore un peu de la lumière. Ouais, 18 h, c'est totalement noir. Et Otni, c'est totalement noir, sans courant. Je me dis, OK, il faut qu'on cherche des solutions. Et comme ça, l'idée me vient, j'ai dit, allons acheter les bougies. On achète les bougies, on en met quelques-unes. Après, je dis, oh, c'est intéressant, allons acheter plusieurs autres bougies. Donc, c'est comme ça qu'on imagine les bougies comme faisant partie de la scénographie de l'expo. Donc, un accident qui devient une belle chose. Et franchement, c'était un beau vernissage avec ces bougies. Ça rendait super bien. Moi, je me souviens, cette photo-là, c'était le couloir, il y avait des bougies tout au long du... J'ai dit, waouh, mais ça, c'est... Et tu sais que j'ai commencé à défendre ça comme concept. Il y a quelqu'un qui m'avait contacté de la Tunisie, qui travaillait sur la lumière et l'expo, et qui a été intéressé par franchement les choses... Un bel accident. Après, bon, tu as raconté pas mal de choses et puis
Il y a l'aventure avec Douala. Dans l'aventure avec Douala, je ne sais pas qui a parlé de Marie. Bon, on est sur la scène, donc les choses vont de bouche à oreille. C'est sûrement des gens qui ont dit, ah, en fait, vu qu'elle cherchait quelqu'un, et en fait, il y a quelqu'un qui fait ça, peut-être qu'elle t'intéresse. Donc, Marilyn me contacte la première fois, pas pour un job. Elle me dit, ah, j'ai entendu parler de toi. Comment tu vas? Attends, non. Peut-être on a eu le meeting d'abord. Je me rappelle, j'étais allée à Douala pour la rencontrer. Elle m'a parlé de son projet de chercher quelqu'un d'autre à rejoindre l'équipe et tout. Et j'étais retournée sur Yaoundé sans... Bon, on n'avait pas... Ça, pas forcément, oui, sans forcément aller plus loin que ça. Et un mois plus tard ou quelques semaines plus tard, elle m'appelle pour me dire, voilà, écoute, j'ai été invitée à prendre une médaille au ministère de la Culture. Est-ce que tu peux la prendre pour moi? Et moi, je suis étonnée. Je ne sais pas pourquoi moi et tout. Donc, je vais prendre la médaille. Ce jour-là, Coco, c'est un prophète. Il me dit, waouh, Marilyn t'a envoyé venir prendre sa médaille. Ça, c'est un signe. Tu seras... Je vois en toi beaucoup de choses. C'est symbolique. Yes. Donc, je prends la médaille, je vais à Yaoundé, je rencontre Marilyn. On fait une sorte d'interview professionnelle. Je mets la médaille. Bon, ils ont fait autre chose avec la médaille. Et elle me parle donc de l'idée. Il y avait la préparation du Sud 2017. Ça, on est en fin 2016. Au Sud, le salon urbain de Douala, qui est une triennale. Il cherchait une assistante au commissariat pour Cécile Bonne-Farel, qui était la commissaire de cette édition-là, 2017, et aussi quelqu'un qui va travailler à Douala. Donc c'est comme ça que je suis recrutée. Mon travail, elle apprécie, et c'est comme ça que je commence mon aventure à Douala. Et alors, à Douala, il y a ta première expo, je crois, qui était... Attends, c'est Jeune Espoir. Non, c'est pas Jeune Espoir, c'est avec toi, non? Oui, j'oublie. Ouais, moi aussi j'oublie. C'est un truc des vacances, machin, truc. Ouais, bref, mais comment je vais dire? Mais comment ça a été là-bas, quoi? C'est-à-dire, quelles sont les choses que tu as dû faire? Mais aussi nous parler de la préparation du Sud, parce que voilà. Mon expérience à Douala a été magnifique. Je ne vais pas romantiser aussi la chose. J'ai eu beaucoup de difficultés aussi. Tu sais, en travaillant en tant qu'indépendant et en travaillant dans une institution, il y a beaucoup de choses différentes. Dans l'institution, c'était plus moi qui allais cogner le clou sur le mur. Tu vois, dans l'institution, il y a une équipe qui le fait. Donc, il y a des paradigmes qui changent. La curation devient plus intellectuelle, c'est vraiment penser, accompagner, discuter avec l'artiste. Et disons, pour les premiers mois, je suis vraiment dans l'accompagnement. Et Marilyn m'intègre dans la préparation, oui, dans la préparation et les décisions des expositions qui se passent au début de ma présence à Douala. Par exemple, mon premier événement, c'est le talk avec Jean-David Cotte. C'est moi qui modèle la conversation. Et magnifique, on se connaît, tu vois, c'est quelque chose d'assez facile. Mais c'est la première fois que je fais un talk dans une institution pareille. Et c'est aussi comment penser les moments d'écriture ensemble. Parfois, Marilyn et moi, on écrivait ensemble. Elle a sa façon, son style d'écriture. Moi aussi, j'ai le mien. Donc, parfois, il y a des clashs. Mais c'est aussi des espaces intéressants, les négociations dans qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, qu'est-ce qu'on montre, voilà, comment on fait des concessions. Et donc, il y a cette expérience de production dans Douala, mais aussi le Sud, qui est un espace intéressant. J'avais la responsabilité vraiment d'accompagner les artistes localement sur la scène. Donc, c'est un relais pour Cécile Bonne-Farel. C'était aussi beaucoup d'écriture, de retraduction des projets artistiques, accompagner les artistes, être avec eux, comprendre ce qu'ils veulent, peut-être parfois proposer des choses.
Vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est l'une de mes plus belles expériences. Dans le sens où moi, le public ou les publics ont toujours été un aspect intéressant pour moi auquel je pense. Et l'une des raisons pour lesquelles je ne fais pas beaucoup d'expositions, c'est parce que je pense à des moyens. Je n'ai pas encore trouvé la solution, mais je pense à des façons de penser l'exposition différemment de White Cube, avoir des trucs. Parce que pour moi, l'exposition, le White Cube, c'est un espace très élitiste. Moi, je ne viens pas d'une famille riche. Et là, a toujours été un espace riche. C'est comme ça qu'on l'a rendu. Voilà, on l'a rendu riche, mais pour moi, là, a un potentiel tellement important dans le développement des consciences. C'est en allant à l'Institut de formation artistique que j'ai appris que ce n'est pas bien de jeter un papier dans... Tu vois, cette beauté dans la production artistique, c'est penser le monde, penser avec A et clin d'œil à l'expo de Ali Moussa. C'est penser le monde et penser l'être, tu vois. Donc, si l'artiste n'est pas celui-là qui participe, l'artiste, quand je dis artiste, j'inclus tout le monde qui travaille dans l'art, pas seulement celui qui produit. Si l'artiste n'est pas celui-là qui pense à comment regarder le monde différemment et à le construire différemment, qui d'autre va le faire? Donc pour moi, l'espace d'exposition et même d'autres espaces, le podcast, le programme public, ce sont des espaces vraiment qui doivent être chargés de changement et créer des rencontres avec les âmes, les esprits, les corps. Et c'est vraiment une réflexion que j'ai depuis. Et pour moi, dans le salon urbain de Douala, j'ai vraiment vu un potentiel de créer ce lien-là. Tu vois, c'est qu'au lieu de déplacer les gens vers le White Cube, dans un espace où ils vont se sentir... Tu sais comment tu te sens quand tu es dans le musée, tu vas pas toucher, tu veux pas toucher, on va même te dire de te comporter, il faut que tu t'habilles d'une façon... Mais dans le quartier, à Ndokpassi par exemple, les gens viennent comme ils sont. Ils écoutent la musique, c'est vraiment ouvert. C'est l'ouverture à d'autres pratiques et d'autres formes, la poésie, la musique. Moi, c'est vraiment des espaces qui m'intéressent. Et pour moi, le salon urbain de Douala reste l'une de mes expériences les plus belles. Et c'était trop beau pour moi de voir le sourire dans l'enfant qui peut transformer une proposition artistique en autre chose. Par exemple, le théâtre de Ndokpassi, qui est devenu aussi un espace où les enfants font des glissades, viennent s'asseoir pour jouer. C'est magnifique ça. Et c'est ça que je recherche. Ben on te souhaite d'aller vers ça parce que c'est aussi des choses qui nous parlent beaucoup. Mais néanmoins, si à Douala, il fallait retenir, je dis hormis bien sûr la Triennale du Sud, s'il fallait retenir un moment, une exposition, ça serait laquelle? Ah, c'est difficile de choisir une exposition. Parce que j'aime toutes. Ma première exposition, c'était une exposition collective avec toi, Evelyne Kolo, Talimbok, Marc Pade, Wilfried Bida, Boris Ange, et comment il s'appelle l'artiste? Ango. Voilà. Donc c'est cet artiste, si je me rappelle bien, que j'invite dans l'espace. Et je vais retenir ce moment parce que pour moi, il est très symbolique. C'est qu'il présente déjà une vision que j'ai. C'est aussi, comment on dit, briser tu vois, le lien, la tradition de l'artiste déjà établi, parce que ça a été beaucoup la tradition dans l'espace Douala. Donc, c'est apporter un nouveau souffle. Et je sais que cette exposition a eu beaucoup de... Il y a des gens qui n'étaient pas du tout contents. Non. Ils m'ont dit, voilà quoi, ouais. Bien sûr, ils m'ont dit pareil. Je referais peut-être les choses différemment en termes de scénographie, en termes de sélection d'œuvres. Il y a peut-être des erreurs, il y a eu des erreurs, tu vois. Mais je suis contente de cette exposition parce que quand je regarde ce que ton travail était déjà et ce qu'il est aujourd'hui, ce que Marc Pade est aujourd'hui, ce que Talimbok aujourd'hui, ce que la pratique de Wilfried Bida aujourd'hui,
je ne prends pas de crédit sur le fait que votre pratique, que j'ai contribué, mais je pense que c'est symbolique pour moi d'avoir ces personnes-là dans cet espace, au départ, voilà. Ben, c'est génial. Mais moi, en tout cas, j'étais très, très honoré de faire partie de ça parce que déjà, Douala, en tant qu'espace, c'est notre Louvre, quoi, tu vois. Et quand tu débutes, on te dit, ah, tu vas participer à un truc collectif là-bas, ben, tu es tout content. Ça n'a pas été facile, mais bon, on a quand même fait ce que... Et d'ailleurs, vraiment, merci pour la vidéo que tu avais produite. Elle est encore, de temps en temps, je la regarde. Ouais, ouais, moi, j'ai toujours eu ce truc-là par rapport aux archives, tu vois. Il faut créer des choses qui nous appartiennent. Et qui vont rester, c'est ça. Et c'est aussi l'une des choses qui a motivé la création de ce podcast, des choses qui puissent rester. Alors, il y a l'étape de Douala et après tu es parti. Moi, je vais te le dire, ton départ m'a fait mal. Et tu sais, à beaucoup d'entre nous, parce que au Cameroun, nous avions Landry Mbassi et nous t'avions toi, tu vois. Ange Tchetmi, elle était déjà partie, voilà, il était difficile de continuer le dialogue, mais elle était volontaire, mais après elle avait d'autres soucis aussi. Je ne te l'ai jamais dit ça, je crois. Non, c'est la première fois. Ouais, je te l'avoue. J'étais content en tout cas que tu ailles apprendre d'autres choses, tu vois. Et je me disais en même temps, merde, mais oh, elle peut rester ici ensemble, on pète tout. Là, elle va devenir le king ici. Et puis voilà quoi, tu vois. Ouais, pour l'époque, c'était peut-être un peu naïf parce qu'après, je te le dis aussi, on est très très content de ce que tu deviens. Et voilà, et vraiment, ça nous fait plaisir. Et quand j'enregistre ce podcast, il faut le dire aussi, tu fais partie du jury de la Biennale de Bamako, l'édition 2022. Et on ne peut être que fier de ça. Mais quand même, il y a ce départ du Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous le truc, quoi. Ah, je sais que beaucoup de gens ont eu mal. Et je sais que par exemple, Marilyn, moi aussi j'ai eu mal, je dois le dire. Je n'ai jamais prévu de partir. Bon, tu connais nos conversations, toi et moi, c'était qu'il faut qu'on fasse des choses, voilà. C'est ça. Et donc, ce n'était pas prévu. Mais tu sais, mon expérience à Douala, moi aussi, je suis quelqu'un, je vais toujours le demeurer, quelqu'un qui sera toujours en soif de connaissances. Et pour moi, même aujourd'hui, malgré tout ce que j'arrive à faire dans le monde, je pense que j'ai toujours à apprendre, tu vois. Je ne suis pas encore arrivée au niveau que je souhaite. Je n'ai pas encore développé ce que je souhaite. Quand je dis niveau, ce n'est pas que je veux que faire mon... Ça ne m'a jamais intéressé d'être célèbre. Pour moi, c'est de faire le job. Et le job, c'est à la maison. Et quand je dis à la maison, c'est sur le continent. C'est d'abord au Cameroun, c'est sur le continent. Donc, pour moi, partir, c'était comment est-ce que je peux être plus au service de mes gens, de mes personnes, de ma communauté, en ayant plus de savoir. Et quand je pars pour faire ce programme, c'est découvrir ce que les gens font à l'extérieur et voir comment je peux contextualiser les choses. Je peux, et ça se dit, je le dis dans ma candidature à l'espace, c'est que je veux profiter de ce programme pour faire des choses à la maison. Donc, ça arrive comme ça et je me dis, j'ai besoin de ça. J'ai aussi besoin de penser ma propre pratique artistique. Si tu regardes entre Jean-Jacques Anté, leur rencontre et mon départ du Cameroun, j'ai fait plein de projets qui n'ont pas forcément un lien. Et pour moi, c'était important de définir. Je sentais le danger de faire beaucoup de choses. Tu vois, parce qu'il y a tellement de vie, tout le monde veut. Oh, pardon, viens. Tu vois, c'est... Et pour moi, je voyais l'urgence de définir qu'est-ce que moi je veux. Et souvent, même dans l'une des difficultés que je rencontrais et que je pensais c'était quelque chose qui me fallait, je me rappelle à la production de l'exposition du solo show au moment des conversations du programme qui allait suivre en 2018,
quand on a le meeting entre Marilyn et Yves Makongo et qu'elle me demande, OK, qui sont les gens que tu veux proposer et que je viens avec Matt Pade comme proposition, elle me dit, c'est quoi ta proposition curatoriale? Pourquoi tu veux faire cette expo? Tu vois? Okay. Donc pour moi, c'était comment est-ce que j'ai la facilité à répondre à ces questions-là. Comment est-ce que je ne fais pas des expositions juste pour les faire, mais je vois en ces expositions un projet important et voilà, une recherche. Comme tu dis. Donc je me disais, il faut qu'au lieu d'être tout le temps dans la production, parce qu'en étant dans la production, on s'échappe et on est dans un... On peut se perdre. Il me faut un moment sabbatique et pour moi, c'était le moment sabbatique. Donc c'est comme ça que je vais là-bas, en sachant que je vais rentrer. Moi, j'avais pour idée de rentrer, j'avais même un calendrier, je dis ça tout le temps aux gens à Amsterdam, comme un prisonnier. Je crochais les... Voilà. Mais il est arrivé que Bonaventure me propose une proposition, que j'ai une conversation avec Marilyn qui me dit, écoute, si j'étais toi, ce serait stupide de refuser. Et voilà. Mais je suis toujours là. Je ne fais pas beaucoup de choses en ce moment, mais je veux rassurer les gens que j'ai toutes des conversations avec toi, avec plein d'artistes qui me demandent des conseils. Et pour moi, c'est une présence autre. C'est pas seulement faire... Ces moments-là sont aussi importants. Ouais. Mais déjà, ce qui est intéressant, c'est que je ne l'ai pas vécu comme une trahison, tu vois, comme une fuite. Genre, c'est difficile au pays, non, moi je me taille, non. C'est-à-dire... Je l'ai juste vécu comme, voilà, c'est une pause, c'est vrai, mais c'est une pause pendant laquelle on sera obligé, je peux dire, d'être seul, tu vois, ou bien de n'avoir plus que Landry, tu vois, et tout le monde, c'est sur Landry, tu vois un peu ce genre de choses. Mais vraiment, je te dis, avec le temps, on a compris aussi, hein, quand je dis on, je m'appuie aussi sur quelqu'un comme Roméo Diplômé parce qu'on en parlait souvent. Que non, c'était ce qui avait lieu de faire, aller apprendre pour aussi nous bousculer dans nos zones de confort, là, tranquille. Je suis un artiste camerounais, nous on est bon, tu vois, et toi tu viens des fois, tu fais avec la matière. Ouais, tout ça, vraiment, ça nous a aussi fait ça nous fait du bien. Et c'est bien que tu parles aussi de Bonaventure parce qu'il y a quand même une très très grosse aventure avec lui et voilà, si tu peux aussi nous parler de ça, des choses que tu as prises pendant la pause d'art. Cet épisode vous a été offert par Yamaro Photo, collectif de photographes maliens. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.